Bonjour tout le monde. Moi, c'est Pierre Majorec-Léger. Je suis professeur à HEC Montréal et je collabore sur ce que je vais vous présenter ici avec Patrick Charland de l'UQAM, du département d'éducation, donc collaborateur de ces messieurs dans le groupe de recherche en neuroéducation. Et Julien Perret, qui est un étudiant de maîtrise de HEC Montréal. Et d'abord, d'emblée, je ne suis pas un chercheur en éducation. Moi, je viens des domaines des systèmes d'information. Et j'ai un doctorat en génie électrique de l'École polytechnique de Montréal. Et ma recherche des 10 dernières années et ce que j'enseigne n'est pas du tout relié à la neuroéducation, les neurosciences. Ce qui m'a amené là, c'est une série de circonstances que je vais partager avec vous. Puis peut-être, dans le fond, l'objectif de la présentation ici, puis là où je souhaite recevoir vos commentaires, c'est un programme de recherche qu'on a amorcé il y a 2 ans et qui est d'une certaine façon une exploration du potentiel des outils neurophysiologiques en contexte authentique d'apprentissage des technologies de l'information. Donc, pour nous, ce n'est pas des RMF, c'est surtout des outils neurophysiologiques qui sont, qu'on pourrait dire, un peu plus abordables et surtout qu'on est capable d'utiliser en contexte réel d'apprentissage. Donc, moi, essentiellement, notre domaine ou notre intérêt de recherche, c'est pas nécessairement, c'est pas les enfants, c'est les adultes, mais plus particulièrement des adultes en formation d'usagers pour apprendre une nouvelle technologie d'information, donc un logiciel. Et plus spécifiquement, dans notre cas, dans notre contexte, c'est de l'apprentissage en contexte organisationnel. Donc, c'est des gens qui sont envoyés en formation pour 2-3 jours pour apprendre un nouveau logiciel, des gens qui vont travailler dans la vie de tous les jours comme commis de bureau et qui sont plus habitués d'aller s'asseoir pendant 3 jours de temps pour aller, d'avoir une attention continue pendant 3 jours de temps sur l'apprentissage de fonctionnalités qu'ils vont devoir être capables d'apprendre pour ramener dans leurs tâches de tous les jours et de pouvoir utiliser le logiciel de manière efficiente. Donc, c'est un peu le contexte qui nous intéresse. Et présentement, c'est exploratoire, bien qu'on a des résultats qui nous apparaissent très intéressants. Je vais les partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'est un objectif de partage d'idées puis d'échange et d'obtenir vos commentaires sur les prochaines étapes. Avant de commencer, laissez-moi vous parler un peu du type de logiciel qui nous intéresse. Ça s'appelle des PGI, logiciels de gestion intégrés. C'est, pour faire une histoire courte, des logiciels que, par exemple, Bombardier va utiliser pour gérer son organisation, la comptabilité, la production, les achats, les ventes. Donc, c'est des logiciels qui sont utilisés par des commis de bureau, des comptables, des gens au marketing. Ce sont des logiciels, si on regarde un peu historiquement, là, la plupart des grandes organisations dans le monde ont adopté ces logiciels-là depuis une vingtaine d'années. Et il y a, d'un point de vue de l'usager, de la personne qui travaille dans l'organisation, il y a un apprentissage non seulement de comment utiliser le logiciel, mais de la logique que le logiciel et l'accès aux données changent dans leur travail de tous les jours. Ça bouleverse leur rôle dans l'organisation. Et l'apprentissage, ce n'est pas nécessairement où aller cliquer dans l'écran, mais c'est l'apprentissage au niveau du changement des décisions, la façon de prendre des décisions lorsqu'on a une information qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus holistique sur l'organisation. Donc, c'est les façons de prendre des décisions qui sont ici en cause. Et ce qu'on a fait depuis 2004, moi je suis directeur d'un laboratoire à HEC Montréal où on développe des jeux sérieux pour l'apprentissage des technologies de l'information. Puis on a développé un outil qui s'appelle ERP Sim, donc parce qu'en anglais, PGI, ça veut dire c'est ERP, donc Enterprise Resource Planning. Et on a développé pour faire une histoire courte, là, un simulateur de vol pour un logiciel. Celui qui est le plus utilisé présentement, c'est SAP, c'est un logiciel allemand. C'est celui que Bombardier, que Metro, que Air Canada utilise dans ses opérations. Et notre logiciel est maintenant très utilisé en formation universitaire et même utilisé en formation commerciale par des organisations qui ont acheté SAP pour former leur personnel. Mais c'est surtout un outil d'un point de vue recherche qui nous permet de garder les traces d'utilisation du logiciel. Donc, on peut mettre en contexte expérimental un apprenant lui demander de faire des tâches dans le logiciel, de prendre des décisions, d'apprendre à comprendre le potentiel du logiciel et de suivre pas à pas son
son apprentissage, essai-erreur, à découvrir comment prendre de meilleures décisions. Ce qui nous permet donc de prendre ces données-là, et c'est là que la portion de neuro embarque. On cherchait, et c'était à travers nos échanges avec Patrick, puis les gens en neuroéducation de l'UQAM, qu'on a découvert le potentiel d'utiliser en temps réel des mesures neurophysiologiques pour être capable de marier notre riche source de données sur l'usage du système. Donc, on a une série de projets en cours, un programme plus général, et on a surtout eu la chance de recevoir un financement du Fonds canadien d'innovation pour un nouveau laboratoire en neurophysiologie sur l'apprentissage des TI à HEC Montréal, qui va être construit au cours de la prochaine année. Je vais vous en donner plus de détails tout à l'heure. Donc, PGI, je vous explique un peu c'est quoi. Ça couvre l'ensemble de l'organisation et des types de compagnies qui utilisent ça. Là, essentiellement, il y a à peu près 95 des 1000 plus grosses entreprises au monde qui ont adopté ce genre de logiciel-là. Le problème, c'est donc la formation des usagers. Ça coûte à peu près, sur un budget d'implantation typique, là, Bombardier, ça a coûté 800 millions à adopter SAP, puis il y a à peu près 15 à 20 du budget qui était relié à la formation des usagers. Puis, il y a beaucoup d'études qui démontrent que les approches pédagogiques utilisées pour former ces usagers-là sont très loin d'être extrêmement efficientes. On parle d'arriver en formation pendant 3 jours, de recevoir un gros codex, puis là, on va tourner les pages une après l'autre, puis on va rentrer, puis on va cliquer dans des écrans, puis la compréhension holistique du système, puis ce que ça permet de faire, puis surtout d'amener les gens à être capables de prendre des meilleures décisions. Parce que là, on parle d'usagers qui vont gérer des organisations et on achète ce genre de logiciel-là pour être plus efficient, réduire les niveaux d'inventaire, faciliter la collaboration. Au final, les gens ont de la difficulté à faire le transfert de ce qu'ils apprennent en formation, puis de la ramener dans la vie réelle, puis d'utiliser au plein potentiel l'investissement qui a été fait par la compagnie. C'est dans ce contexte-là qu'on a donc développé ERP Sim pour être capable, puis donc l'analogie, c'est le simulateur de vol. Donc, on met des joueurs dans l'application, la vraie application de SAP. On leur demande donc de réaliser des tâches et on a le simulateur qui est derrière simule un environnement d'affaires très réel et la personne a l'impression d'être... il joue à 3 ou 4 dans l'application. Puis nous, on a des milliers de robots qui vont réaliser des tâches administratives qui sont d'une importance mineure par rapport à des prises de décision plus tactiques et stratégiques sur le fonctionnement de l'organisation. Puis, l'année passée, on a eu 6000 étudiants dans le monde qui ont utilisé ERP Sim pour être formés sur l'application. Ce qui en fait, donc, on a maintenant une très large base académique, mais nous, on voit beaucoup de potentiel à l'utiliser d'un point de vue recherche. Et on a commencé à avoir plusieurs publications là, qui ont utilisé ERP Sim comme moteur de recherche pour de la recherche en neurophysiologie, où on est capable d'aller, vous avez 2 sujets ici là, qui sont en train d'interagir avec le logiciel. On est capable d'avoir les données d'usage du système, les données de performance, de résolution de problèmes. Il faut voir que nous, la variable qui nous intéresse ici en termes de performance, c'est le profit. Êtes-vous capable de gérer de manière efficiente et donc de résoudre le problème et d'en générer du profit et de suivre leur physiologie avec des outils comme l'activité électrodermale. On a amorcé aussi depuis 6 mois l'utilisation d'électroencéphalographie pour être capable de mesurer d'un point de vue cognitif et affectif là, les réactions de l'usager. Donc, une des études qu'on a faites l'été passé, qui était essentiellement la première, un peu pour découvrir le potentiel des outils, on a décidé de prendre un des signaux les plus faciles à traiter, c'est l'activité électrodermale. C'est un signal qu'on peut mesurer qui... je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça correspond, mais la raison pour laquelle c'est simple, c'est qu'il y a peu d'artefacts. Et à la seconde, on mesure entre 8 et 32 points à la seconde. Contrairement à EEG, on mesure entre 256 puis 2000 quelque chose points à la seconde. Donc, d'un point de vue de traitement de signal, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de points, c'est plus stable comme signal. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une compagnie du Fortune 1000 qui nous a permis de suivre 4 employés qui étaient en formation durant 2 jours. Et on leur a mis donc des senseurs électrodermales durant ces 2 jours-là. Donc, c'est 4 personnes parmi 30. Donc, on n'avait pas l'équipement pour suivre tout le monde. Mais donc, ces 4 personnes-là étaient en équipe ensemble pour la formation. Et ils ont joué 9 quarts d'une simulation contre les autres équipes. Et
évidemment, ce qui nous intéresse ici, ultimement, c'est de faire un protocole où on pourrait suivre un groupe expérimental, un groupe témoin, puis un peu voir l'effet d'utiliser une approche par la simulation, une approche plus engageante qui permet donc de garder l'apprenant un peu très impliqué dans l'apprentissage, contrairement à des approches où on tourne des pages puis on ne fait que cliquer dans des écrans. Donc, nos participants ont mesuré l'activité électrodermale, qui est donc une mesure du système nerveux périphérique, un index du système nerveux autonome, qui est mesuré par la différence de potentiel sur la peau entre deux électrodes. Généralement, on utilise la main, il y a des glandes écrines qui sont dans la paume des mains, et donc les senseurs, on les place ici. Bien qu'il y ait d'autres technologies que je vais vous présenter un peu plus tard qui sont encore moins invasives, bien que celle-ci ne le soit pas du tout. L'avantage, c'est que c'est peu dispendieux, puis qu'il y a une vaste littérature qui utilise l'activité électrodermale depuis 50 ans. Donc, pour nous, ça nous semblait la première étape, la plus simple pour embarquer un peu dans l'utilisation des mesures neurophysiologiques. Donc, on utilisait un encodeur, c'est une compagnie montréalaise, Todd Technology, un encodeur qui est assez abordable, et on a relié donc 4 sujets qui étaient assis un à côté de l'autre durant deux jours. Évidemment, on fallait les brancher pour qu'ils aillent manger, puis qu'ils aillent aux toilettes. Donc, ce qui a une influence, en fait, parce qu'il faut ensuite les ramener, puis ils n'ont pas nécessairement le même niveau d'activité électrodermale, donc il a fallu normaliser le signal. Donc, il y a une limite ici. Il y a d'autres technologies que je vais vous montrer tout à l'heure qui permettent de suivre la personne sur une plus longue période. Mais, donc, pendant l'équivalent de 12 heures, on a suivi ces 4 personnes-là. On a analysé les données dans MATLAB, et ça demande une normalisation du signal, que je ne veux pas tomber dans les détails aujourd'hui, mais pour nous, ça a été une expérience d'aller un peu sauter dans un peu comme faire des homards là, dans un pot d'homard. On s'est un peu lancé à l'eau parce qu'on s'est dit la meilleure façon d'apprendre comment utiliser puis ensuite être capable d'analyser ces données-là, c'était d'en avoir, d'en collecter. Donc, on a eu un processus d'apprentissage. Ici, vous avez le résultat normalisé de nos valeurs sur les 12 heures dans nos 4 apprenants et leurs variations émotionnelles. Ce qui est à comprendre ici, c'est que l'activité électrodermale, c'est pas, on ne peut pas inférer une émotion à partir du fait qu'une personne a un fort ou un faible activité électrodermale. C'est qu'il y a une émotion qui est généralement associée à une forte activité électrodermale, c'est une émotion d'excitation. Okay? Mais on n'a aucune idée de la balance. Ça peut être positif, ça peut être négatif. La personne est tout simplement dans une situation où il y a une réaction émotionnelle quelconque. On peut lui demander, on peut avoir des questionnaires, puis ensuite on peut essayer d'aller corréler l'activité électrodermale avec des valeurs perçues psychométriques. Mais de manière brute, ici, ce qu'on a, c'est, dans le fond, on a des gens dont il y a eu beaucoup de variance au niveau de l'activité électrodermale. Ce qui est en fait un peu par chance, là, ces 4 personnes-là ont joué deux jeux. Ce qui est assez intéressant, c'est que le premier jeu ici, ils ont fini en première position. Et la deuxième fois qu'ils ont joué, ils ont carrément perdu le jeu, mais vraiment beaucoup. Et c'est un peu par chance qu'on a choisi cette équipe-là au départ, donc c'est une équipe de volontaires. On va revenir un peu là-dessus, mais moi, mon premier élément, puis ce que j'aimerais voir d'un groupe contrôle, c'est que, vous savez, former des adultes en formation comme ça, où on les amène pendant 2-3 jours sortis de leur travail, où ils ont tous leur BlackBerry, puis d'abord, ça ne leur tente pas d'être là. Ils ont tous leur vrai job qui les atteint. Ils savent qu'en revenant 3 jours après, ils vont avoir une somme astronomique de courriels. Garder leur attention, je sais qu'on a les défis de garder l'attention des enfants là, en classe, mais garder l'attention des adultes, c'est la même chose. Là. Et c'est peut-être même, ils ont plus de moyens pour être moins attentifs. Là. Et la première réaction que moi j'ai par rapport à mes premières données exploratoires, c'est que je suis quand même très content de voir que 12 heures après le début de la formation, je suis capable de les ramener, même lorsqu'ils vont perdre l'activité. Okay? Donc, il y a une compétition ici là, de qui va gagner. Et je suis capable de les garder. Peut-être qu'ils ont un sentiment de frustration ici, ou peut-être qu'ils sont excités d'avoir... Je sais que lorsqu'on suit les données, ils ont eu une résolution de problème assez importante à la 10e heure. Et peut-être que ce petit challenge-là qu'il y avait de revenir en arrière, puis d'être capable de résoudre, leur ramener une certaine dose d'excitation. Mais le take-home message jusqu'à présent, c'est de dire que l'approche pédagogique, je ne peux pas la comparer parce que je n'ai pas les données d'un groupe témoin qui fait
l'approche classique avec un gros textbook, mais a été capable de conserver la réaction émotionnelle, ce qui est un peu l'objectif de notre approche pédagogique. L'autre élément, c'est qu'on a mesuré l'activité électrodermale de différentes approches pédagogiques au sein de du même 12 heures. Donc, on a mesuré quand les gens étaient en fait en train de recevoir passivement de l'information du professeur, ou avant chaque période de jeu, il y avait une discussion entre les membres, et lorsque les étudiants étaient en mode de stimulation. Évidemment, cas usagés, valeurs répétées, donc avec toutes les limites que ça comporte, mais juste si on essaie de faire un petit test statistique, là, on voit qu'il y a un certain niveau de différence entre les approches, que le fait d'être dans l'activité en résolution de problèmes génère plus d'activité électrodermale que d'autres approches qui sont nécessaires, parce qu'on ne peut pas les lancer directement en résolution de problèmes immédiatement, mais on voit que la résolution de problèmes, où on a une itération entre des moments d'apprentissage passif et de stimulation, que ça les amène là, mais que lorsqu'on regarde individuellement, si on faisait la comparaison par usager, il y a une différence individuelle on peut s'y attendre, qu'il y a des gens pour qui ce genre d'activité-là va générer une plus grande différence là, par exemple, l'usager 4, là, qui était essentiellement proportionnellement avait une activité électrodermale moindre que les autres, là, semble avoir un plus grand écart avec les autres. Fait qu'il faut juste faire très attention à comment généraliser ces données-là. Pour nous, on le voit vraiment comme une première étape sur comment être capable d'utiliser les données en contexte de recherche. Et évidemment, le défi de faire ça en groupe, le défi de faire ça en contexte réellement authentique, ce qui nous a amené l'automne dernier à entreprendre une seconde phase de l'étude. Pour nous, en technologie de l'information, il y a un construit assez important qui s'appelle l'absorption cognitive, qui est un construit qui est en fait prédicteur de l'usager à aller transférer et utiliser puis adopter ce qu'il a appris en formation, qui a été utilisé maintes fois dans notre littérature, et essentiellement qui construit un peu sur la théorie du flow, où vous voyez un peu les dimensions, la curiosité, le contrôle, la dissociation temporelle, l'immersion, le plaisir, qui sont des dimensions de ce construit-là. Et ce qui nous intéressait, c'est de voir dans quelle mesure on est capable d'utiliser l'activité électrodermale en temps réel pour prédire la perception de ce sentiment d'absorption durant la formation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux gens, dans cette première activité-là, puis ensuite dans notre seconde phase de collecte de données, de rapporter avec les échelles psychométriques disponibles pour mesurer ces construits-là. Et on obtient quand même des corrélations intéressantes avec certaines dimensions du construit. Vous voyez, la focus immersion puis curiosité, il y a un certain niveau de corrélation avec la variance électrodermale. Donc, on commence ici à, nous, évidemment, le problème de mesurer d'un point de vue psychométrique ces éléments-là, c'est de dire, bien, on est obligé de déranger l'apprenant pour aller l'interroger sur son niveau d'absorption, si on est capable de développer des modèles prédicteurs de ça. Puis on commence, donc il y a potentiellement un potentiel ici. L'autre élément qu'on a fait, c'est que plutôt que de le mener en groupe, on a fait une étude avec 36 sujets à l'automne dernier, où plutôt que de faire une formation de groupe, on a fait une formation individuelle, vidéo, où les gens avaient 20 minutes de vidéo à écouter, puis ensuite devaient réaliser une tâche dans le système. Puis on les a monitorés pendant 2 heures à apprendre à prendre des décisions dans le système. Et on a mesuré, donc on avait différentes simulations de complexité différentes, et on a mesuré leur connaissance initiale, leur capacité à résoudre le problème, qui est la variable profit ici. Mais on a placé une électrode à F3. Donc une seule électrode qui, F3 est un site au niveau électroencéphalographique qui est associé à la portion dorsolatérale du cortex préfrontal, qui est associé à la mémoire court terme et au contrôle donc mémoire court terme. Et ce qu'on a ici, puis bon, évidemment, c'est exploratoire, puis mais on a 36 sujets ici individuels. Le contrôle expérimental est beaucoup plus précis. Ce qui est vraiment le résultat qui nous semble le plus intéressant dans notre approche, c'est ici les deux fréquences alpha-bêta, qui est donc issues du signal électroencéphalographique. Alpha qui est associé à une fréquence qui est associée à être réveillé mais relax, et bêta qui est une fréquence qui est associée en résolution de problèmes puis
donc en travail cognitif de résolution de problèmes. Et donc, lorsqu'on demande aux gens, puis le contrôle est une dimension de notre construit d'absorption cognitive, lorsqu'on leur demande dans quelle mesure vous vous percevez en contrôle dans l'application, ce qui est pour nous super important. C'est un prédicteur de dire, bien, j'ai passé 3 jours à apprendre quelque chose, puis là, je retourne dans mon travail, puis je me sens en contrôle. Puis je me sens en contrôle pour être capable de... Vous m'avez donné les bases, là, je suis capable d'aller plus loin, je suis capable d'apprendre plus. Donc, pour nous, c'est un construit très, très important. Là. Et ce qu'on a ici, c'est que les participants qui, oui, avaient plus de connaissances, oui, ont été meilleurs à résoudre des problèmes, mais ceux qui sont awake and relax, là, donc réveillés mais relax, pour qui c'est devenu un automatisme d'être capable de manipuler le logiciel, on a une perception, puis on explique que près de 40 de la variance du construit. Là. Donc, on a ici, dans le fond, que des variables objectives mesurées en temps réel pour être capable de prédire la perception de contrôle du sujet en mode d'apprentissage. Donc, c'est un papier sur lequel on est en train de travailler. On pense qu'il y a quelque chose à trouver là. Le message pour les gens qui développent des formations en milieu corporatif avec des résultats comme celui-là, c'est de dire, bien, oui, c'est important de leur passer des connaissances sur les fonctionnalités, mais ensuite, la psychologie, le dernier après-midi que vous passez avec eux, là, devrait être juste de les mettre en confiance, puis qu'ils sont bons, puis qu'ils sont capables de retourner dans leur travail, puis de passer moins d'éléments, de détails, de dire, ils vont les trouver si vous êtes capable de les mettre en confiance. Fait que ça serait un peu le message, là. Peut-être le dernier élément, combien de temps il me reste? Juste 15 minutes. Il me reste 15 minutes. 5 minutes. OK, c'est bon. Fait que je vais finir avec ça, puis ça vous donnera peut-être une idée où on s'en va. Donc, dans le contexte du nouveau laboratoire, on est en train d'évaluer différentes technologies électroencéphalographiques où on est capable de, autant que possible, mesurer dans un contexte authentique l'apprentissage, la résolution de problèmes en contexte de technologie d'information. Et il y a un casque qui s'appelle le B-Alert de la compagnie Advanced Brand Monitoring, compagnie californienne. Le casque a été développé avec des fonds de d'ARPA, donc de l'armée américaine, pour être capable de... Eux, leur objectif, c'est de monitorer des soldats, puis de voir leur niveau de vigilance dans des tâches où il y a potentiellement... ils sont plusieurs jours sans dormir, puis donc conserver leur niveau de vigilance. Et l'appareil est intéressant dans notre contexte parce que, pour des novices comme nous, là, il permet de mesurer de manière assez... Mettons que c'est un point d'entrée au niveau de l'électroencéphalographie plus simple que les approches traditionnelles et qui va aller nous mesurer une série de ratios sur la base des fréquences et d'une décontamination du signal en temps réel, des ratios d'engagement. Donc, des ratios de niveau de distraction, des niveaux d'engagement, qui sont propriétaires à l'appareil. Ils ont publié différents papiers, mais n'ont pas donné exactement leur recette. Mais on a mené la semaine passée une expérience auprès de 17 sujets en mode d'apprentissage comme ça. Et les résultats jusqu'à présent sont assez intéressants. Donc, c'est très, très préliminaire. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a obtenu. Et l'autre mesure qu'on a rien d'évaluer, c'est ce bracelet Affectiva, qui est un bracelet qui se porte à la main, qui a été développé par le Media Lab pour de la recherche sur les enfants autistiques, pour être capable d'éliciter leurs émotions. Donc, c'est les mêmes mesures que l'activité électrodermale. C'est une clé flash qui est conservée sur le poignet, ce qui fait, et qui donc n'est pas temps réel, mais qui peut être ensuite téléchargé dans un ordinateur. Et c'est très peu invasif. Et lorsque vous l'avez à la main, ça ressemble à une montre. Donc, la personne l'oublie très rapidement. Et le fait de ne pas avoir de fil, bien, ça rend l'interaction avec l'ordinateur, mais aussi l'ordinateur dans l'interaction dans la vraie vie. Donc, vous pouvez imaginer dans une classe, là, on pourrait mettre un sujet dans une classe, puis le suivre toute la journée et le suivre lorsqu'il va ensuite manger, lorsqu'il va à la toilette, ce qui fait en sorte que l'activité au retour du lunch, où on est en train de digérer, n'est pas le même que le matin à 9 h. Là. Donc, et d'avoir le même baseline au niveau de l'activité électrodermale sans être obligé de débrancher le sujet puis de le rebrancher. Donc, on a utilisé ça la semaine dernière dans notre étude et vous voyez, donc, il y a une série d'articles qui décrivent un peu le fonctionnement de leur calcul, mais il y a essentiellement 4 jauges ici là, qui mesurent le niveau d'engagement, le niveau de workload, et c'est évidemment basé sur une analyse temps réel là, des ondes électroencéphalographiques. Et nos résultats, qui sont non publiés, mais très préliminaires, ce qui est le plus fascinant dans notre truc, c'est que leur mesure d'engagement élevée, là, donc, ils comparent la mesure de high engagement à low engagement
Donc, ce qu'ils font, c'est essentiellement à chaque seconde, ils regardent la probabilité de classer parmi différents mental states, donc des états mentaux. Et les sujets qui, d'un point de vue probabilistique, classaient plus souvent dans des situations d'engagement plus élevées, ont été en mesure de résoudre le problème plus facilement. Ce qui, en fait, est peut-être une évidence, là, mais en même temps, pour nous, la grande nouvelle, c'est qu'on semble avoir trouvé un ratio qui corrèle avec notre mesure de performance et un ratio qui est généré en temps réel. Donc, on était assez contents lorsqu'on a vu ça dimanche dernier, lorsqu'on a analysé les résultats. Puis je me suis dit, bien, tant qu'à venir au congrès de neuroéducation, pourquoi ne pas présenter de manière très non officielle ce qu'on est en train de réaliser présentement. Donc, notre grande nouvelle, c'est que c'est ça. On a donc reçu une subvention de la FCI avec un chercheur qui est en neuromarketing. Donc, pour nous, c'est drôle, j'étais dans un congrès de neuroéconomie en septembre dernier, puis il y a quelqu'un qui a dit « Ah, imaginez, il y a aussi des domaines comme la neuroéducation qui commencent à émerger. » C'est drôle que... La neuroéconomie dans notre domaine est très, très bien implantée. Ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça, puis il y a des textbooks en neuroéconomie. Donc, pour nous, c'est un peu le modèle en gestion d'aller développer un peu une littérature comme la leur. Et ce qu'on est en train de développer, ce qu'on va avoir à partir du printemps prochain, c'est 2 types d'environnements. Donc, des salles individuelles, classiques pour faire de la neurophysiologie, mais surtout des environnements de groupe où, entre autres, ce qui nous intéresse, c'est que là, c'est pas juste de regarder une personne qui apprend le système, mais il y a quelque chose de fondamental avec l'utilisation de ce système-là en organisation, c'est la collaboration entre les personnes pour la résolution de problèmes en équipe, qui sont donc des gens qui ne sont pas nécessairement physiquement ensemble pour collaborer et résoudre des problèmes. Donc, on va avoir un environnement d'équipe, un environnement individuel et une série d'équipements neurophysiologiques pour être capable de suivre des participants en train de résoudre des problèmes en équipe. Donc, c'est ce que on est très excités par notre nouveau projet. Et voilà, c'est présentement l'état de notre programmation scientifique, mais les résultats qu'on a présentement nous amènent à penser qu'on est dans la bonne direction. Merci de votre attention.